Ici, sur ce superbe lieu. Et donc avant de partir, Bernard il a 2-3 consignes à partager pour le déroulement. Au niveau, donc, je vois que tout le monde est plus ou moins entraîné à faire de la randonnée. Je vois que vous êtes bien chaussés. Donc on est nombreux. On va donner 2 ou 3 consignes de sécurité parce qu'on va être amené à traverser la départementale. Donc on évite de traverser un après l'autre. On va faire un groupe pour traverser la départementale. Avant, on va traverser la départementale 12 et on va traverser un champ. Donc je vous demanderai dans le champ de marcher au bord du champ, pas traverser en travers. À travers du champ, parce que bon, il est en friche, mais on ne sait jamais si le propriétaire est mal luné ce matin, qu'il ne donne pas un coup de fusil. Ensuite, la rando. La balade par elle-même n'est absolument pas difficile. Je décore. Oui. Non, mais... Il n'y a pas de danger, risque de mort. Non, il n'y a rien. Ensuite, donc, le déroulement de la randonnée par elle-même, en fait, de la balade, n'est absolument pas difficile. La majorité d'entre vous, si vous êtes de Fort-Calcaire, vous l'avez fait une fois ou une autre. François va être en tête, donc de temps en temps, François c'est l'historien des héritiers du Castellas, il va nous donner quelques explications historiques. Donc à ce moment-là on va s'arrêter, donc on fera des pauses relativement souvent. François donc sera en tête, c'est lui qui mènera plus ou moins le rythme de la rando. Donc si vous êtes intéressé, à ce moment-là il faudra se regrouper. Et voilà, donc la rando va durer à peu près, on va dire 3 heures en gros. Et à midi on se retrouvera ici donc pour partager le pique-nique chez Marianne, qui nous prête gentiment sa cour pour nous installer. Et juste pour compléter, on est accompagné par Valentin Loriot. C'est un vidéaste qui nous accompagne avec son drone et sa caméra pour documenter cet événement. Parce qu'il faut aussi faire un peu de com. Voilà. Donc, alors en fait, on commence les explications par François ici au domaine. Et après, on s'arrête à des points précis pour écouter ce que François nous raconte. En fait, on ne s'arrêtera pas souvent parce que je ne veux pas non plus vous mobiliser tout le temps avec mes histoires. On fera 3 points en fait, 3 points très particuliers. On va commencer ici par la bastide de la Pességuière parce que cette magnifique demeure mérite d'avoir quelques explications historiques. Ensuite, on fera un deuxième point au niveau du pigeonnier du château. Je vous parlerai des pigeonniers parce que je suis sûr que vous avez tous entendu parler des pigeonniers, mais vous ne savez pas trop ce que ça représentait, comment c'était conçu, notamment sous l'Ancien Régime. Et puis on fera le dernier point, je le ferai au niveau des Déous, le hameau des Déous qui a aussi une histoire très intéressante et qui mérite d'être racontée. Alors on va commencer d'abord par le domaine de la Pességuière. Je vous remercie Marianne effectivement, avec qui je travaille souvent, je la remercie de sa collaboration parce qu'au niveau historique elle apporte beaucoup à ses élèves et puis par ce domaine aussi, ce domaine qui est très important au niveau de la seigneurie de Fort-Calcaire. Alors le bastide de la Pességuière, vous savez qu'il est assez commun dans la plaine de l'Issole, mais aussi en région Provence d'une manière générale, de baptiser les noms par le milieu naturel qui les caractérise. Les Blacs, vous savez ce que c'est les Blacs? Les chèvres, non? Ah non, pas les chèvres, c'est les plantations de chênes blancs. La lambrusque, vous connaissez la bastide de la lambrusque? Vous savez ce que c'est qu'une lambrusque? La vigne sauvage qui pousse dans les forêts. Les ferrages, terme romain qui signifie... D'accord, donc il va y avoir beaucoup de choses à vous apprendre. Les ferrages que vous retrouvez partout, d'ailleurs il y a un collège à Cuers qui s'appelle les ferrages, c'est les terres fertiles, ça vient du romain. Donc on a l'habitude d'appeler les lieux par le milieu naturel. Donc la Pességuière en provençal, qu'est-ce que c'est que le pességuier? C'est le pêcher. La Pessègue, c'est une pêche. Et donc vous retrouvez sur internet parfois cette fausseté, cette erreur de dire eh bien ici ça s'appelle la Pességuière parce qu'on plantait des pêches. Or quand vous regardez bien, la culture des pêches elle se fait pas en Issole parce que le terrain, la terre et le climat n'y est pas favorable. Donc il n'y a pas de pêche dans la plaine de l'Issole. Donc il faut aller chercher la signification de cette appellation ailleurs. Et on va la trouver chez une famille de Brignoles qui était très connue au XVe siècle, connue dès 1450, qui s'appelle les Pességuiers. Je vais y revenir. Mais avant de parler des Pességuiers, je vais vous parler des bastides. Les bastides en Provence, elles, de cette taille-là et de ces caractéristiques apparaissent à fin du XVIe, début du XVIIe siècle. En fait, c'est le résultat des familles prospères
urbaines qui, dans des périodes de paix après les guerres de religion, vont édifier ce genre de demeures qui leur permettent soit de venir se rafraîchir pendant la période estivale à la campagne, parce que quand il fait bien chaud à Brignoles l'été, c'est pas trop drôle. Donc, les gens un peu aisés viennent à la campagne dans leur luxueuse demeure. Ils viennent aussi terminer leur carrière de notable quand ils ont fini de travailler, et ça leur permet en même temps de surveiller leur domaine et les paysans qui y travaillent. Donc ce genre de situation se développe à partir du XVIIe siècle un peu partout en France, et en particulier en Provence. Et ils vont construire ce genre de grosses demeures qui sont caractéristiques et que vous retrouverez un peu partout en Issol, mais aussi en Provence. Voilà pour planter le décor. Maintenant, les Pességuiers. Qui sont les Pességuiers? Alors les Pességuiers, ils commencent à apparaître dans les archives de Brignoles vers 1540, on commence à trouver les traces. On ne sait pas trop d'où ils viennent, peut-être des Bouches-du-Rhône. Et ce sont des maîtres cordonniers, donc des bourgeois. Et ils vont s'installer petit à petit dans la notabilité de Brignoles, puisque pendant les guerres de religion, Loïs Pességuier devient capitaine de Brignoles, c'est-à-dire l'un des chefs militaires de la ville. La ville à ce moment-là compte 4 grosses compagnies. Une compagnie, c'est à peu près 200 hommes. Il y en a 4 à Brignoles pendant les guerres de religion, et Loïs Pességuier en commande une. Donc vous voyez, à peu près, il y a 800 hommes d'armes, des miliciens urbains, qui protègent Brignoles des incursions, soit protestantes, soit royales, soit catholiques, en fonction des camps qui changent très souvent. Donc Loïs Pességuier, de la bourgeoisie, arrive à se hisser parmi les plus hauts notables de Brignoles. Et il va marier ses 2 enfants avec des grosses familles de la région, principalement sur Garéou. Il marie sa fille en 1607 au château de Fort-Calquéré, dans la grande salle d'honneur qui a disparu. Donc on voit qu'à peu près au début du XVIIe siècle, le château n'est pas encore en ruine, il est encore habité. Donc il marie sa fille avec un 2 corps métis. Les 2 corps métis, ils ont été au siècle précédent les baillis. Les baillis, c'est l'administrateur civil et financier du château. Donc il marie sa fille avec un 2 corps métis, et il marie son fils avec l'une des familles les plus riches de Garéou, les Grisols, qui sont les propriétaires terriens les plus nombreux et riches sur la ville de Garéou. Donc il place, Loïs Pességuier, ses enfants dans la bonne société de l'Issol. Mais la Pességuière n'existe pas encore, ou tout au moins c'est certainement une ferme qui dépend du château, parce qu'elle est très bien située. Elle est à la confluence de 2 rivières qui descendent du Roc-Baron, que vous connaissez, le ruisseau de la Verrerie, et celui qui donnera son nom aussi au domaine, le ruisseau de la Pességuière. Et leur confluence se fait, Marianne si je me trompe, juste quasiment après ou avant l'entrée, ici, pour ensuite rejoindre et se jeter dans l'Issol, 200 ou 300 mètres plus haut. Et aussi la route que nous allons emprunter pour la marche. Il y a un très vieil axe médiéval, qui est l'axe le plus direct, qui rejoint Flassan-Garéou, et que nous allons emprunter. Et vous verrez que les DU là-dessus jouent un rôle assez important. Les Pességuiers n'ont pas encore construit la Bastide, mais ils se sont installés en Issol en s'alliant par mariage avec de grandes familles. Le petit-fils de ce Louis, qui s'appelle Jean, devient, par ses relations, il devient lieutenant de juge de la seigneurie de Fort-Calquéré. Qu'est-ce qu'un lieutenant de juge? C'est quelqu'un qui est chargé de l'administration et des finances de la seigneurie pour les marquis de Vins, qui au XVIIe siècle possèdent la seigneurie de Fort-Calquéré, mais aussi celle où ils se sont installés à Vins-sur-Carabie. Pour ceux qui ont fait la visite là-bas, donc vous voyez où se situe ce château Renaissance, beaucoup plus confortable à habiter que le vieux château médiéval de Fort-Calquéré, qui à cette époque-là, au XVIIe siècle, a déjà commencé à tomber en ruine. Donc notre Jean Pességuier devient l'administrateur de la seigneurie, et c'est à ce moment-là, soit par rachat, ça je ne sais pas trop, ou soit par don par son seigneur, va construire environ vers 1640 à peu près la Bastide de la Pességuière. Alors cette famille va donc construire et habiter ici. Elle va s'éteindre au début du XVIIIe, vers 1700. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, par héritage, comme une des filles Pességuier s'était mariée avec un Grisol, ce sont les Grisols qui au cours du XVIIIe siècle vont posséder la Bastide.
mais ils ne vont pas l'habiter. Ils vont la renter à des fermiers. C'est-à-dire que eux, ils sont suffisamment riches et ils habitent sur Garéou où ils ont leurs terres et leurs affaires. Donc ce sont des fermiers qui vont s'occuper du domaine, et la demeure va servir de demeure de vacances, si vous voulez, pour les invités ou les amis de cette famille Grisot. Donc ils vont la posséder quand même pendant presque 100 ans, puis finir par la vendre à une famille que vous connaissez et qui est très connue, originaire de Sainte-Anastasie, et qui font partie de la plus grande bourgeoisie de Brignoles, les Reynoirs. Donc les Reynoirs, c'est une famille qui est originaire de Sainte-Anastasie et qui s'est développée dans le droit. Donc ce sont des juges, des huissiers et des juges, et dont deux fils vont acquérir une certaine célébrité dans l'histoire de France. Donc Joseph l'aîné, qui va être juge de la ville de Brignoles, et surtout son frère Juste François, qui va devenir académicien, secrétaire de l'Académie française au début avant la Révolution française, et les deux sont députés pendant la Révolution dans le camp des Girondins. Ce qui va mal se passer pour eux, parce que vous savez que ce sont les Jacobins qui vont quasiment prendre le pouvoir et instituer la terreur. Nos deux Reynoirs à Paris vont revenir sur Brignoles pour avoir une vie beaucoup plus provinciale et locale. Ces deux frères n'auront pas de descendance masculine. Donc la Bastide va hériter à la fille de Joseph, qui s'appelle Virginie, et qui va se marier à un notaire de Brignoles, qui s'appelle la famille Guigou, ceux qui connaissent, et qui sont plutôt originaires de Sainte-Zacharie, qui est proche des Bouches-du-Rhône. Donc la Bastide va passer à la famille Guigou. Mais les Guigou, qui ne sont pas non plus de la région, ne vont pas l'habiter. Et finalement la vendre au début du XXe siècle, vers 1900, à une grande famille de France, mais qui va l'habiter qu'une dizaine d'années, les Lapérouse, Maxime de Lapérouse, qui est musicien et compositeur, et qui entre 1900 et 1910 va venir habiter ici. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais ils vont posséder la demeure pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'ils la revendent à une famille niçoise, Lambert, qui au début des années 1910 vont venir acquérir le domaine de la Pességuière et l'habiter jusqu'à maintenant, puisque ce sont les parents de Marianne qui résident ici. Voilà, vous voyez que cette Bastide a une histoire familiale très importante, qui regroupe pas mal de grandes familles, avec des noms, je suis sûr que vous connaissez. Et je voulais vous raconter un petit peu cette histoire plutôt des propriétaires de cette demeure, parce que ça, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ignoraient tout ça. Et ben, maintenant vous saurez un petit peu l'histoire des propriétaires de la Bastide. Marianne, si j'ai pas dit trop de bêtises. C'est parfait. Voilà, donc je vous ai situé un petit peu le milieu naturel et les intérêts qu'avait cette Bastide à occuper cette position. Donc maintenant on va faire une promenade qui va nous emmener jusqu'au château. Vous verrez qu'on va marcher sur une grande partie de notre itinéraire sur une très ancienne route, la route la plus directe qui reliait Garéou et Flassan. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça passait pas près de l'Issol? Parce qu'après on a construit les axes principaux près de l'Issol. Il faut savoir que jusqu'à assez récemment, l'Issol, qui n'est pas canalisé par les arrosants et par quelques digues qui ont été faites après, est en crue très régulièrement. Donc ça déborde jusque dans les champs qui sont à côté. Donc vous avez des terrains qui sont très meubles, donc pas favorables à la construction. Donc tous les axes sont légèrement en retrait de cette vallée de l'Issol. Et donc c'est pour ça que vous avez l'axe que nous allons emprunter, qui est maintenant, on en a plus de des portions, parce qu'avec les nouveaux aménagements routiers et urbains, il est très difficile de le matérialiser. Et quand on sera au Déhou, vous verrez qu'au Déhou, on est à un carrefour entre les deux axes principaux, est-ouest et nord-sud, c'est pour ça que le hameau est là-bas, entre un très vieil axe qui allait de Brignoles à Toulon, et l'axe que par lequel nous allons transiter est-ouest entre Flassan et Garéou. Voilà, j'en ai terminé, j'ai fait le concours un peu long, comme d'habitude.
Vite, vite, vite. Quand c'est monsieur ou madame, c'est pas grave, c'est 25 ou 50 C'est sympa. C'était bien pour avant-hier. On est allé au Pradé hier soir. Là. Alors, Moussa, ça fait de la boule. C'est la façon de l'Himalaya. On peut faire, hein. Moi, c'est pas moi, ça va déranger. Ah, là, il y a un plus grand espace. Ça peut mettre la bouteille. Ah, c'est pas vraiment une bouteille. On va dire qu'ils ont oublié. Vous rayonnez loin avec eux, vous partez en bus. Et qui se mélanger avec le fumier donne un excellent engrais, ce qu'on appelle l'or noir des paysans, pour fertiliser les champs. Donc le premier intérêt, il est de faire un fertilisant qui ensuite va être mis dans les jardins des seigneurs ou des particuliers pour cultiver et avoir une rentabilité meilleure. Donc le premier intérêt, il est là. Le deuxième intérêt, effectivement, vous l'avez dit, il sert pour l'alimentation. Donc pour compléter, et en particulier lorsque les seigneurs reçoivent leurs invités, des bons vieux pigeons bien jeunes et bien durs, non, mais c'est très agréable. C'est un mets qui est très recherché. Donc deux intérêts majeurs. Alors les pigeonniers, on va en retrouver un petit peu partout dans les fermes et dans les châteaux, parfois plusieurs. Notamment à la Bastide de la Pességuière, il y en avait deux qui aujourd'hui ont disparu, Marianne, mais il y avait deux pigeonniers qui étaient juste à l'entrée de la grande, le grand champ qui se trouve juste devant, de chaque côté. Et vous en aviez partout. Alors, ces pigeonniers, ils étaient soit accolés aux fermes, soit excentrés. En l'occurrence, au Castella, ils sont excentrés. Pourquoi ? Parce que vous savez que la fiente de pigeon, c'est aussi corrosif. Et sur des bâtiments qui montent à une trentaine ou quarantaine de mètres, aller les nettoyer, c'est un peu compliqué. Donc dans une ferme, ça va. Près d'un château imposant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc dans des châteaux forts de grande taille, vous allez retrouver un peu les pigeonniers à l'extérieur. Alors les pigeonniers, ils sont de deux formes. Soit vous en avez des carrés, comme celui-là, soit vous en retrouvez des ronds. Vous savez pourquoi ? Parce que souvent, ils ont été reconstruits, soit sur d'anciens moulins à vent pour les ronds, soit sous d'anciens tours de guet, comme c'est le cas ici. Donc ça, c'est certainement une très ancienne tour de guet du village fortifié et du château, qui ensuite, avec l'évolution des stratégies militaires, a été transformée en pigeonnier. Voilà pourquoi vous avez souvent deux formes. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, c'est un signe de richesse. Et à l'intérieur des pigeonniers, vous avez des niches qui permettent d'accueillir un couple de pigeons. Et on appelle ça des boulins, des O-U-L-I-N. Et en fait, plus vous aviez de boulins, et plus le seigneur était riche. Et donc, quand un seigneur voulait marier sa fille, par exemple, à un autre seigneur, souvent ce qu'il présentait, c'était le nombre de boulins qu'il avait dans son pigeonnier. Et souvent, il mentait. D'où l'expression d'aujourd'hui, se faire pigeonner. Ça vient de là. Voilà. Et parfois même, c'est un poulailler, où on y stocke du matériel agricole ou des animaux. Ça peut être. Les pigeons, ils sont au-dessus. Donc, ils logent dans des niches qu'on appelle des boulins. Souvent, au-dessus, au niveau du toit, vous avez une grande lucarne. Donc, vous regarderez sur des photos. Au niveau du toit, vous avez des grandes ouvertures, souvent grillagées, qui permettent souvent l'aération et la lumière pour les pigeons.
En revanche, les ouvertures, elles sont de petite taille et tout autour. Vous pouvez en apercevoir au-dessus, là. Pourquoi elles sont petites? Pour éviter les animaux orangs. Exactement, pour éviter les buses, les éperviers, qui sont friands de pigeons, vous pourrez éviter les oiseaux. Et ensuite, alors pas sur celui-là parce qu'il est très vieux, mais vous avez souvent un habillage tout autour de carreaux vernissés, qu'on appelle... Une ceinture. J'ai perdu le nom. Ça apporte un nom. Donc des petits carreaux vernissés, et à quoi ça sert? Les attirer. Exactement, éviter que les rats, les belettes et les fouines montent dans le pigeonnier pour aller manger les œufs ou les jeunes pigeons. Donc vous l'avez soit de façon ceinture autour du pigeonnier, soit autour des ouvertures. Donc vous regarderez sur les ouvertures des pigeonniers qui ont été restaurés, vous avez ces petits carreaux verts là, on se croirait un petit peu en Bourgogne, qui servent en fait à empêcher aux rats de rentrer dans le pigeonnier. Voilà. Et ça, bon, on peut les associer. Ok, mais c'est bon. Hein. Et il part ensuite par là-bas. Ça c'est... D'accord. Si. Pardon? Cette fameuse route, chemin d'autrefois qui fait Garéouflassan, on est dessus. On est dessus là? Il Non, arrive je d'en bas. répondais en fait à monsieur. Ah oui. Et il part ensuite, ça a été un petit peu modifié, mais autrefois ils s'embêtent pas. Hein. Allez droite. Ils vont tout droit. Donc même si ça monte, de toute façon ils sont à cheval ou à pied, donc ils s'embêtent pas. Ils contournent pas, ils vont au plus court. On va parler un petit peu des déhous, donc du hameau qui se trouve derrière nous. Alors les déhous, certainement une occupation très très ancienne, qui s'est fait autour d'un puits romain, que vous avez à vos pieds ici, qui a été comblé, peu fouillé. Mais Laser, qui a effectué un petit peu une étude du site dans les années 70, a sorti quelques morceaux de tuiles, des bouts d'amphores, donc de l'époque romaine, avec des griffures qui sont très symboliques de l'époque romaine. Donc ici, certainement, il y avait autour de ce puits une villa romaine. La vigne que vous avez sur votre gauche a été faite sur un cimetière romain, puisqu'ont été excavés des tuiles, des morceaux de tuiles qui servaient à ensevelir les corps, donc tuiles gravées. Donc là il y avait un cimetière romain. Malheureusement les bulldozers qui ont cultivé le champ et retourné la terre, donc ont fait un petit peu disparaître les vestiges. Lorsque ça a pu être fouillé, c'était le cas. Donc ici il y avait certainement une villa romaine, sur lequel ensuite s'est certainement développée une ferme isolée. Et quand le village de Fort Calquéré, village fortifié à côté du château, s'est déperché, puisque le château a été abandonné, les gens n'avaient plus aucun intérêt à vivre là-haut, ils étaient plus protégés par qui que ce soit, et il valait mieux pour travailler dans les champs descendre dans la plaine. Donc ils sont venus s'installer autour de cet ancien site romain. Ce hameau se composait de 2 corps de bâtiments, un que vous avez sur votre droite qui est complètement ruiné, qui est encore dans son jus, et celui qui se trouve juste derrière qui a été complètement retapé. Mais autour, un peu en partant par là-bas, voilà, qui a été bien retapé. Je connais, je crois. C'est Madame Oudasso, propriétaire. Voilà. Donc eux, ils habitent sur ce corps de bâtiment très très ancien, originel du hameau des Déhous. Donc ça, ce n'est pas l'intersection de l'ancienne route nord-sud, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, qui va de Brignoles à Toulon. On est sur le petit chemin qui amène aux marins. Donc les marins sont postérieurs aux Déhous, ça a été construit après. Les gens sont d'abord descendus du château ici, puis ensuite sont partis aux marins. Donc les familles qui ont habité ici sont des très vieilles familles originaires d'ici. Vous avez les Réquiers, les Blancs, je ne sais pas si ça vous parle, donc qui habitaient ici, et ils sont allés s'installer au village dans les années 1890, puisqu'en 1890 le hameau est déclaré ruiné. En 1891, il n'y a plus qu'une famille de charbonniers italiens qui habitent ici, et en 1896, il n'y a plus personne. Quand Laser a effectué ses fouilles au niveau des ruines ici,
Donc c'était complètement ruiné et autour il n'y avait rien du tout. Donc on était sur vraiment un hameau complètement ruiné. Puis ensuite l'urbanisation moderne a fait que ça s'est développé et que ça a la configuration d'aujourd'hui. Stratégiquement, ce hameau il se trouve à l'intersection de la route qui comme par hasard s'appelle le chemin du Puy. Vous avez ici, d'époque romaine. Et un peu plus loin, la prochaine intersection à droite, ce fameux axe qui descend de Brignoles, qui passe par les Bouguets. Vous voyez les Bouguets, un hameau en ruine, là, juste au nord de la zone artisanale et commerciale de Fort-Calquéré. Vous avez un hameau en ruine sur la gauche, c'est l'hameau des Bouguets, qui marque la frontière entre Fort-Calquéré et Brignoles. Zone souvent de conflit pour faire paître les animaux, donc un conflit permanent entre les gens de Brignoles et de Fort-Calquéré à ce niveau-là, au niveau des Bouguets. Ensuite, la route descendait au niveau du nouveau pont actuel, qui a été construit, qui amène au rond-point. Ce pont, il est moderne, mais autrefois, il y avait l'ancien pont, il était ici. Et il a été emporté par une crue de Lissol. Mais on a reconstruit, quand on a fait la nouvelle route qui descend, on a reconstruit au même endroit ce pont. Ensuite, vous descendez sur actuellement l'auberge-restaurant au niveau des ronds-points, qui était autrefois un relais ferme auberge, et qui appartenait encore dans les années 70 à la famille Pellegrino, ça vous parle? Non, c'est un nom de gens d'origine italienne, comme il y en avait beaucoup dans la région. Donc les Pellegrino qui tenaient encore après-guerre un relais ferme auberge à cet endroit-là. Ensuite, vous descendez sur les Fougous. Ça vous parle, peut-être des gens qui habitent là. Et au niveau des Fougous, vous avez encore, alors je n'ai pas vérifié, mais dans les années 70-80, vous aviez encore des beaux murs de pierre et carry sur les côtés qui montrent, qui sont un témoin de ce vieux chemin. Après les Fougous, le chemin arrive à l'intersection qui est un peu plus loin, et ensuite monte plein nord vers le château, passe au niveau de l'esplanade où on était, et ensuite descend vers la verrerie Roquebaron. Ultérieurement, après, au niveau du fin 18e, début 19e siècle, c'est monté le Bastidon, qui est en ruine. Vous voyez si ça... Donc une grosse ferme qui a appartenu à un moment à la famille Sauzède, si ça vous parle, une vieille famille aussi de Fort-Calquéré. Et ce Bastidon qui, je crois, est un sujet un petit peu polémique parce qu'on veut le raser complètement et faire une zone de logement, je crois. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une très très belle ferme avec une très belle fontaine qui a été volée dans les années 50-60, avec un très beau bassin. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond de ce domaine derrière, vous avez une galerie qui descend assez en profondeur. Et c'est de là que naît la légende du fameux souterrain du château. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que le souterrain du château arrivait au niveau du Bastidon. En fait, il s'avérerait plutôt que les gens qui connaissent un peu les problèmes d'inondation dans le coin, que c'était plutôt un réceptacle d'eau de ruissellement. Mais les gens parlant, vous savez qu'on peut... Donc ce fameux souterrain du château arriverait dans cette galerie qui descend assez profondément, et qui serait plutôt un collecteur d'eau usée et d'inondation plutôt qu'autre chose. Mais bon, les légendes, vous oubliez le collecteur et vous gardez les légendes, c'est beaucoup plus sympa pour monter au château. Voilà. Donc ce Bastidon qui était une très belle ferme au 19e siècle, donc ensuite est en ruine, on l'apercevra peut-être de la route. Regardez-la bien parce que je crois que le projet immobilier il est en train de se faire, si je ne me trompe pas. Vous savez pas? Je sais qu'il y a un collectif d'habitants de Fort-Calquéré qui lutte pour préserver cette grosse ferme, le Bastidon, que vous verrez après. Donc pour conclure, vous voyez que le hameau, très vieille occupation romaine, qui s'est fait autour d'un puits, et ensuite s'est développé parce qu'il était à l'intersection de deux axes d'autrefois importants, celui qui faisait Flassan-Garéou, sur lequel nous sommes, et qui s'appelle le chemin du Puy, donc maintenant vous saurez pourquoi ça s'appelle le chemin du Puy, et l'axe, qui n'est pas celui-là mais qui est celui d'à côté, qui faisait nord-sud de Brignoles sur la route de Toulon, et qui en fait, donc on va le suivre, on va le rejoindre par la route où on a traversé ce matin,
Mais en fait, un petit peu avant, il partait plein sud, et on dit d'après les études des archéologues de l'époque, il aurait rejoint la nouvelle route de Fort Calquéré, celle qui amène par les Blacks au village, au niveau du col des Infernus, c'est le gros rond-point actuel. Donc c'est à ce moment-là que cet axe rejoint l'axe qui va de Fort Calquéré actuel. Et je ne vous parle pas de la nouvelle route qui s'est développée bien après et qui a modifié un petit peu le paysage et un petit peu les vieux chemins historiques de notre région. Voilà. Donc, si vous voulez regarder un petit peu les ruines, vous verrez, alors si vous allez sur les archives départementales au niveau des plans cadastraux, vous allez retrouver un petit peu les bâtiments de l'époque. Alors il y avait une maison, il y a les écuries, il y a beaucoup de choses.